Et c'est parti pour l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies ou aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Nous allons explorer donc une fois encore les ponts qui existent entre les crypto-monnaies et la finance traditionnelle et plus particulièrement le rôle des banques lorsque l'on veut investir en crypto-monnaie. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Paul Bureau. Bonjour Paul Bureau. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur de l'offre actifs numériques au sein de la banque de Lubac et compagnie. On le rappelle rapidement, la banque de Lubac et compagnie est la seule banque en France à avoir l'enregistrement PSAN, à être enregistré PSAN au sein de l'AMF. Dans la lignée un peu de sa stratégie, ça a toujours été une banque pionnière et elle s'est positionnée très rapidement sous l'impulsion de ses associés gérants sur ce secteur, étant en général la banque de ceux qui ont du mal à trouver une banque. Ils se sont tournés vers les cryptocurrencies et le web 3.0 pour continuer à servir les intérêts de leurs clients. C'est une stratégie qui est commune aujourd'hui dans le monde bancaire, d'aller vers les crypto-monnaies quand on voit que la réglementation commence à s'asseoir, à se stabiliser un petit peu, ou ça reste une stratégie un petit peu différenciante aujourd'hui ? Pour être très honnête, c'est une stratégie différenciante, même si on voit encore, on commence à voir certains institutionnels qui vont se positionner, le cadre réglementaire aidant. On a quand même beaucoup de témoignages qui nous proviennent de nos partenaires CGP, mais aussi de nos clients en direct, d'avoir eu des problèmes avec leur banque suite à des interactions sur des achats ou ventes de cryptoactifs. Personnellement, j'en ai fait les frais il y a quelques années, mais encore aujourd'hui, les gens se tournent vers nous pour avoir une solution satisfaisante sur l'achat, la vente et la détention de cryptoactifs. On a encore des acteurs bancaires qui ont du mal à accepter qu'on aille investir une partie de son argent du coup sur des plateformes en crypto, si je comprends bien. Complètement. Et il faut revenir un petit peu dans le passé, mais en général, ces plateformes de crypto étaient souvent des sociétés qui étaient déposées en Estonie, à Malte, à Chypre, etc. Ce qui faisait que les virements étaient directement tagués comme étant des virements à analyser par Tracfin et la loi contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Et assez souvent, les banques ne se posaient pas la question et préférer clore le compte. Ça a évolué depuis, mais on reste encore en territoire un petit peu complexe vis-à-vis des grandes banques traditionnelles. C'est un peu différent, si je comprends bien, chez de Lubac et compagnie, et vous communiquez beaucoup dessus. Une question qu'on peut se poser, quand il existe autant de plateformes pour investir directement, quel intérêt d'avoir une banque, ou de se poser la question de savoir si la banque va ou non accepter qu'on investisse sur des plateformes en crypto-monnaie? Et c'est une bonne question. Alors, je pense qu'on peut tous dire maintenant que les cryptoactifs ont un peu leur lettre de noblesse. Je pense qu'il y a 5-6 ans, c'était encore une industrie un petit peu naissante. Là, je pense qu'on arrive à l'adolescence. Il y a encore beaucoup de zones un petit peu complexes. On a vu tous les problèmes qu'il y a pu y avoir ces dernières années, les crashs, FTX, etc. Mais pour une banque, quand on voit une stratégie patrimoniale globale, on voit aussi qu'il faut maintenant inclure dans les portefeuilles de ses clients ces nouveaux types d'actifs. D'accord. On voit aussi que depuis l'année dernière, on a 12% des Français qui détiennent des cryptoactifs contre 9,4% l'année dernière. Et ça, c'est un chiffre que quand on est un acteur bancaire, on doit le garder en tête et se dire il faut qu'on évolue sur nos offres. En tout cas, c'est la stratégie de Lubac et compagnie. Tout à fait. Ouais. Et on n'a pas le choix parce qu'on a même 23% des Français qui déclarent être prêts à changer de banque si cette banque propose des services de cryptoactifs. D'accord. Et là, vous allez me dire, oui, mais ces gens-là pourraient les acheter sur des exchanges, sur ce genre de choses-là. Et ils peuvent dissocier effectivement la relation qu'ils ont avec une banque et des investissements qu'ils font ensuite sur des plateformes en ligne, oui. Tout à fait, avec les problèmes que ça peut poser derrière, ce qu'on a vu vis-à-vis de leur banque, mais aussi et surtout, en fait, ils s'attendent à avoir la banque comme interlocuteur, ou intermédiaire via un CGP, bien entendu, mais avoir une institution française de confiance, centenaire, qui va détenir leurs cryptoactifs plutôt que de laisser ça eux-mêmes en autodétention ou sur des exchanges qui peuvent être à la merci de nouvelles lois qui arriveraient aux États-Unis ou autres. Vous avez mentionné justement ces intermédiaires, les CGP, conseillers en gestion de patrimoine, dont le rôle est effectivement d'accompagner sur tout type de placement ou d'investissement. Comment intégrer ce sujet crypto-monnaie ou crypto-actif dans une stratégie quand on se place du point de vue de la banque de Lubac ? C'est très important pour eux parce que tout comme nous, en fait, ils ont quasiment tous les jours cette question: que me proposes-tu pour que je puisse investir dans les crypto-monnaies, dans les crypto-actifs? La problématique qu'ils ont, c'est qu'ils mettent leur réputation en jeu, évidemment, tout comme banque de Lubac. Ouais. Ils ne peuvent pas se permettre de vendre une solution qui n'a pas les codes de la finance traditionnelle, qui ne rassurera pas le client jusqu'au bout. D'accord. Il y a plein de problèmes liés à ça, ne serait-ce que l'héritage.
qu'est-ce qui se passe si j'ai moi-même mon portefeuille et qu'un jour il m'arrive quelque chose, l'argent disparaît. Bien sûr. Et en fait, ils veulent proposer quelque chose avec les bons codes à leurs clients qui les rassure et qui, eux, les rassurent parce que leur réputation est quand même en jeu et c'est important que ce soit en ligne avec les codes qu'ils ont l'habitude de pratiquer. Ça veut dire quoi si on prend cet exemple concret, ça veut dire qu'en matière de conservation, lorsque l'on fait appel à une banque, effectivement comme de l'UBAC, on a des cryptos conservés dans les coffres-forts de la banque. Enfin, c'est les coffres-forts numériques, mais... C'est exactement ça. C'est la promesse de Banque de l'UBAC, c'est que chaque client aura son propre portefeuille avec sa propre clé. D'accord. Et ils seront conservés en France dans des coffres-forts numériques dont la sécurité est assurée par Banque de l'UBAC, à la différence de s'ils étaient sur un exchange quelque part ou sur un portefeuille sur la blockchain. Et c'est cette promesse de valeur qui fait qu'on a autant de clients qui viennent voir de l'UBAC, ne serait-ce que pour conserver des bitcoins qu'ils avaient déjà achetés auparavant. D'accord, et qui transfèrent ensuite sur une banque, au sein d'une banque française. Et ça permet, si jamais on a le cas d'un héritage, par exemple, de pouvoir identifier comme faisant partie du patrimoine de la personne et transmis du coup. Voilà, et ça permet aussi à nos responsables de la banque privée, par exemple, de pouvoir allouer une partie du portefeuille du client en recherche de rendement ou de diversification à ces cryptoactifs qui seront détenus au même endroit que le reste de ces comptes, qu'ils soient PEA, compte titre, assurance. Une question un peu plus globale, parce que effectivement, donc la stratégie de la banque de l'UBAC est d'aller effectivement sur les cryptos. Vous échangez avec un certain nombre de personnes souhaitant aller vers les crypto-monnaies, donc ouvrant un compte au sein de la banque de l'UBAC. De manière plus générale, vous voyez quand même un mouvement haussier sur la volonté d'aller en crypto-monnaie, ou ça reste finalement les mêmes qu'il y a quelques années qui changent simplement de solution d'investissement? Et les CGP, qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous discutez avec eux? Eux, comme nous, en fait, sont convaincus avec des faits, en fait, qu'il y a de plus en plus d'intérêt, mais c'est plus les mêmes personnes. Au début, on avait ce qu'on appelait les maximalistes de la blockchain. Et je vous rappelle quand même que la blockchain, initialement, c'était à bas les banques, finalement. Oui, bien sûr. La décentralisation, etc. Alors que maintenant, on a beaucoup, beaucoup plus de personnes qui viennent nous voir, mais parce qu'ils ont aussi envie, par exemple, d'acheter un bitcoin pour le léguer à leurs enfants. D'accord. Et donc, ça fait partie maintenant d'une stratégie patrimoniale. Et donc d'une stratégie de diversification même. Exactement. D'accord. Donc on a eu l'essor du private equity avec la problématique du yield de ces dernières années. Là, maintenant, la recherche de diversification passe aussi par ces nouveaux actifs qui sont partie intégrante et qui, je le rappelle, maintenant, il y a plus de Français qui investissent dans les cryptos en direct que dans des actions en direct. Quand on parle de pont entre finances traditionnelles et cryptoactifs, il y a effectivement donc la détention au sein d'une banque française, puis il y a aussi ce dont on a beaucoup parlé en début d'année et qui a contribué d'ailleurs à faire grimper le cours de Bitcoin, c'est la création d'ETF crypto, enfin Bitcoin, puis ensuite lié à d'autres cryptos. C'est aussi une autre manière de créer un pont entre crypto et finances traditionnelles. Exactement, et ce serait très honnêtement le pont qui créerait plus d'adoption. Mais en fait, ici, on parle d'une exposition à un cryptoactif dans un ETF, en fait, dans un outil traditionnel que les gens ont l'habitude d'acheter. Alors pour le moment, c'est pas possible en Europe. Malheureusement, on s'est fait devancer par les États-Unis sur ce sujet-là. J'ai bon espoir qu'avec MiCA, le cadre réglementaire et cette volonté un petit peu européenne d'avancer, on puisse enfin créer ce type de produit. Il y a déjà des produits qui existent, des ETP, des notes collatéralisées, etc., qui permettent d'accéder, mais ce n'est pas exactement le même code que ceux auxquels les gens sont habitués. Merci beaucoup Paul Bureau de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur de l'offre actifs numériques au sein de la banque de l'UBAC et compagnie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.